Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir que de plus en plus de monde suit le défi Pauline versus Men? Pas trop de pression. D'un point de vue purement tennistique, qu'est-ce qui t'a manqué selon toi pour franchir d'autres paliers, comme le top 200 ou même le top 100? Quel est ton tournoi préféré? Alors, mon tournoi préféré, pour finir, c'est moi qui ai une petite question pour vous. Au Télépassionnés, c'est Pauline Payette, 40e joueuse française et également coach de tennis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça y est, on est plus de 20 000 sur la chaîne YouTube. Merci infiniment à vous pour votre soutien. Ça a été très rapide entre les 10 000 et les 20 000 et je suis vraiment ravie que mon contenu tennistique vous plaise. Et aujourd'hui, on va fêter ça avec une foire aux questions pour fêter ces 20 000 abonnés. Je vous avais demandé de me poser des questions sous la vidéo de la finale du CNJT d'Argenton-sur-Creuse. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Je ne peux malheureusement pas répondre à toutes les questions, ça prendrait un peu trop de temps. Mais en tout cas, je pense que ça va vous plaire. C'est parti pour la première question de Christian. Bravo Pauline pour ce titre. Es-tu de la famille de Manu Payette qui est originaire de la Réunion aussi, je crois? Merci Christian, et j'en profite pour vous dire que mon nom se prononce Payette. On prononce le T, ça se prononce pas Paillet comme je l'entends souvent. Et ça vient de la Réunion, mais je ne viens pas de la famille de Manu Payette. Les Payette, c'est vraiment une grande famille à la Réunion. C'est un petit peu comme les Durand et les Dupont en métropole. Donc je ne fais pas partie de la famille de Manu Payette et de Dimitri Payette. En revanche, on est tous les trois réunionnais. Deuxième question, alors j'en ai sélectionné deux qui se recoupaient un petit peu. Donc c'est Jean-Olivier qui me dit « Bravo Popo, belle victoire. Ma question, t'entraînes-tu beaucoup physiquement ?» Merci beaucoup. Et la deuxième question dans le même thème. Bonjour Pauline, bravo pour la victoire et tes vidéos. Dans la précédente FAQ, tu indiques beaucoup matcher et ne pas avoir trop le temps de t'entraîner sur le terrain, sauf du renforcement musculaire. Mais comment travailles-tu les différentes séquences de jeu, les schémas tactiques, le volume, l'intensité, la qualité de balle? Les matchs te suffisent et bon courage pour le challenge. Merci pour ces deux questions. Je vais y répondre. Alors mes semaines sont très chargées. Pourquoi? Parce que je fais à peu près 80 matchs par an, donc c'est environ 2 à 3 tournois par mois. Et quand j'attaque mes semaines, je donne des cours, donc je suis coach de tennis. Donc entre le lundi et le jeudi, je vais donner pas mal de cours pour pouvoir tout simplement gagner ma vie. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on fait 5-6 heures de cours de tennis, qu'on donne du temps, qu'on donne de l'énergie aux gens, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, mais c'est extrêmement difficile ensuite d'aller se réentraîner pour moi 2 à 3 heures parce que je suis crevée. C'est quand même un métier qui est pas facile, on est debout, on piétine, on est dans le froid. Moi, je joue beaucoup aussi avec mes élèves, donc à la fin des journées, je suis physiquement rincée et mentalement rincée aussi. Donc c'est hyper dur d'aller se refaire 2 ou 3 heures d'entraînement pour moi parce que j'ai clairement plus d'énergie. Et donc, dès que je peux, j'essaye plutôt de faire du physique, soit d'aller en salle pour faire du renforcement musculaire, soit d'aller sur une piste dehors faire du cardio, ou parfois sur le terrain, je fais aussi des déplacements spécifiques, de la vitesse, du travail de pied. Et donc ça, j'essaye d'en caler minimum 1 à 2 fois par semaine en fonction du programme, parce que comme je disais, je bosse du lundi au jeudi, souvent le vendredi je pars en tournoi, je joue le samedi, voire si je suis en finale jusqu'au dimanche, et donc ça fait des semaines quelque part à 7 jours sur 7 sur le cours, et donc les semaines s'enchaînent comme ça. Donc si je m'entraîne trop dur physiquement le mardi ou le mercredi, derrière je rejoue en tournoi 2 jours après, donc c'est pas évident. Mais en moyenne, j'essaie de faire 1 à 2 séances de physique par semaine, et pour tout ce qui va être schéma tactique et tout ça au niveau tennis, je ne le travaille plus du tout aujourd'hui. Je joue principalement en match. Je pense que sur une année, si on prend l'année 2024, j'ai dû faire peut-être 10 entraînements tennis au total, donc ça fait même pas 1 par mois. Mais les matchs sont là. Bon, c'est pas toujours facile parce que parfois je sens que je manque de repères tennistiques, je manque de volume d'entraînement et de repères. Mais en tout cas, j'arrive quand même à me maintenir dans les meilleures joueuses françaises de cette manière, donc c'est top. Avant de continuer cette vidéo, je change de décor puisque je voulais revenir sur un point très important dont on ne parle pas assez, c'est la santé mentale. Aujourd'hui, j'ai 3 casquettes, celle de joueuse, celle de coach et celle de créatrice de contenu. Ces 3 activités
activités me demandent énormément de temps et d'énergie et sont parfois incompatibles. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais il y a quelques semaines, j'étais à ça du burn-out. Tout simplement parce que je faisais beaucoup trop de choses et que je n'arrivais pas à tout gérer. Je voulais tout faire à la perfection, bien jouer en tournoi, mais sans m'entraîner, c'était compliqué. Aider mes élèves au quotidien à progresser, donc ça me demandait du temps et de l'énergie, d'être debout, d'être dans le froid. Et évidemment, toute la création de contenu à côté qui est très chronophage et qui demande également beaucoup d'énergie. J'adore ces 3 activités, sinon je ne le ferais pas et je suis une grande passionnée par ce que je fais aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. En tant que joueuse pro, il y a eu des moments de doute, de fatigue, de pression, et j'aurais vraiment aimé avoir un soutien extérieur. Aujourd'hui encore, entre les tournois, les coachings, les vidéos, c'est parfois difficile de trouver et de garder l'équilibre sans tomber dans le burn-out. Et justement, j'ai découvert BetterHelp, le sponsor officiel de cette vidéo que je remercie. BetterHelp, c'est une plateforme 100% en ligne qui vous met en relation avec un thérapeute français expérimenté, inscrit à l'ARS et directement depuis chez vous. Plus besoin de chercher pendant des semaines, tout se passe en 3 étapes simples. Vous remplissez un questionnaire, vous êtes mis en relation avec un pro adapté à vos besoins et vous pouvez échanger par message, visio ou téléphone comme vous préférez. Si la première personne ne vous convient pas de souci, vous pouvez changer facilement et sans frais. Et le plus important, c'est un accompagnement personnalisé au moment où vous en avez besoin. Vous pouvez aussi mettre en pause votre abonnement quand vous le voulez. Donc si vous pensez que parler à quelqu'un pourrait vous faire du bien, foncez. En plus, grâce à mon lien, vous avez moins 10% sur le premier mois. Cliquez sur le premier lien dans la description, ça soutient la chaîne et surtout, ça peut vous faire du bien. Merci à BetterHelp de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, question suivante. 3e question de Frédéric Millot, très beau tennis des deux côtés. Comment considères-tu ton niveau tennistique et physique par rapport à tes 20-25 ans? Où sont tes marges de progression aujourd'hui? Bravo pour tout ce travail. Merci Frédéric. Alors comment je considère mon niveau tennistique et physique par rapport à mes 20-25 ans? Je pense que je joue mieux tennistiquement et que je suis plus forte physiquement. Je joue mieux tennistiquement, je pense que c'est grâce au métier de coach parce que j'ai pris l'habitude de prendre du recul et de m'intéresser vraiment à ce que proposait l'autre et du coup ça m'a vraiment ouvert une vision du jeu que je n'avais pas quand j'étais vraiment centrée sur moi. Le fait d'être centrée sur l'autre, de regarder en permanence, de trouver des solutions pour les autres, et ben finalement ça m'a aidé dans mon jeu et c'est hyper intéressant. Physiquement, le fait de donner des cours et d'aller jouer en tournoi, c'est extrêmement dur parce que finalement c'est pas du tout le même rythme. J'ai quand même des grosses semaines dans les jambes quand j'arrive en tournoi, donc physiquement je trouve que je suis mieux qu'à 20-25 ans, mais je récupère moins vite et moins bien. Je dirais que c'est ça la vraie différence. À 20-25 ans, je pouvais enchaîner 2 matchs, faire 2 jours avec 2 matchs par jour, donc 4 matchs en 2 jours. Maintenant, 4 matchs en 2 jours, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Au bout du 2e, voire 3e, c'est pas évident, surtout avec les intensités sur les CNGT où les filles jouent très bien. Donc je dirais que c'est ça la vraie différence. Et où sont mes marges de progression aujourd'hui? Je pense que physiquement, je peux encore évoluer. Je peux mieux servir, mieux me déplacer et être plus percutante, être un peu plus agressive. J'étais un peu plus agressive quand j'avais justement 20-25 ans. Maintenant, on va dire que c'est pas que je suis plus passive maintenant, mais je contre un petit peu plus qu'avant. Voilà mes marges de progression. Pour cette 4e question, j'ai reçu 3 questions qui se recoupent. Donc j'ai sélectionné les 3. La première, Pauline, comment fonctionne le classement français? Gagnes-tu des points à chaque match CNGT? J'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement des tournois français. La deuxième, peux-tu expliquer comment se fait le classement féminin français? Et la troisième, quelle incidence ont tes victoires en CNGT sur ton classement français? Alors comment fonctionne le classement du tennis français? Il y a 4 séries, donc la 4e, la 3e, la seconde et la première série. La 4e série démarre à non classé, donc pour les gens, les débutants, les joueurs qui n'ont jamais fait de tournoi. Donc la 4e série va de non classé au classement de 30, donc ça fait non classé 40, 35, 34, 33, 32, 31, fin de la 4e série. La 3e série démarre au classement de 15-5, 15-5, 15-4, 15-3, 15-2, 15-1, fin de la 3e série. Ensuite, on a la 2e série qui démarre au classement de 15, 15, 5-6, 4-6, 3-6, 2-6, 1-6, 0, moins 2-6, moins 4-6, moins 15 et après moins 15 on a les joueurs numérotés. Donc chez les femmes on va avoir de numérotés 60 jusqu'à numéro 1 française et chez les hommes on va avoir de numéro 100
à numéro 1 français. Chez les femmes, la deuxième série va de 15 jusqu'à numéro 21 française. La première série va se jouer uniquement de la numéro 1 jusqu'à la numéro 20 française. Donc les 20 premières françaises font partie de la première série. Concernant l'attribution du nombre de points sur les numérotés, on va avoir 3 catégories. Donc on a la promo B, la promo A et la première série. La promo B, ça va être entre numéro 60 et numéro 41. Donc si je bats une fille qui est numéro 60 ou numéro 41, 42, 43, ça sera exactement le même nombre de points. On va ensuite avoir la promo A, ça va être de numéro 40 à numéro 21. Donc là, c'est exactement le même principe. Si je bats une fille qui est 39e ou une fille qui est 21e française, ça sera exactement le même nombre de points. Et ensuite, on a la première série qui va de numéro 1 française à numéro 20. Donc là, pareil, si je bats la numéro 1 française, c'est exactement le même nombre de points que si je bats la 20e française. Quand j'étais numéro 45, je faisais donc partie de la promo B. Donc si je battais par exemple la 35e française, je faisais une perf à promo A. Donc là, ça me fait des points supplémentaires. En étant 45e le mois dernier, si je battais la 42e, ça me faisait exactement le même nombre de points que si j'avais battu une numéro 60. Ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 mai et j'ai 20 numérotés dans mon palmarès. Je suis actuellement 40e joueuse française, je viens de remonter à mon meilleur classement, j'en suis très heureuse. Donc aujourd'hui, pour être numéro 40, j'ai 2 premières séries, 8 top 40, donc 8 promo A et 10 top 60, donc 10 promo B. Pour en revenir au circuit CNGT, donc circuit national des grands tournois, lorsqu'on joue ce circuit, on cumule des points pour le circuit CNGT qui est indépendant du classement FFT. À la fin de l'année, on comptabilise en fonction du nombre d'étoiles des CNGT, en fonction des coefficients des tournois par rapport au nombre de joueuses numérotées, et ça nous fait un classement CNGT. À la fin de l'année, les 10 premières filles du classement reçoivent une prime, donc la numéro 1 du classement CNGT forcément reçoit la plus grosse prime jusqu'à la 10e. Aujourd'hui, je joue 90% du temps en France sur les tournois nationaux. Je fais juste quelques tournois ITF pour justement que ça soit un peu plus facile aussi de me maintenir numérotée. Mais même si je gagne tous les tournois CNGT, je ne pourrai jamais être numéro 1 française. Tout simplement parce que la numéro 1 française, c'est Varvara Gracheva, à l'heure où je vous parle. Et pour être dans le top 30-35, il faut absolument jouer le circuit international parce que toutes les filles qui sont devant moi jouent le circuit international. Moi, en jouant sur le circuit national, forcément, je ne peux pas battre une fille top 10 puisque les filles top 10 ne jouent pas le circuit national. Donc je suis forcément limitée même si je gagne tous les tournois nationaux et je pense qu'au mieux, je pourrais être 35, peut-être aller 33 maximum si vraiment je joue extrêmement bien et que je bats des très bonnes joueuses, des premières séries. Il y en a assez peu dans les tournois nationaux parce que justement toutes ces filles-là jouent le circuit international à l'année. 5e question, bonjour Pauline, merci beaucoup pour tes vidéos, je prends beaucoup de plaisir à les regarder depuis quelques semaines. Je voudrais savoir si tu as des retours des joueuses que tu affrontes en CNGT ou autres. Te donnent-elles leurs opinions, encouragement par rapport à ce que tu fais? Merci. Merci à toi. Alors j'ai quelques retours de joueuses que je connais bien, avec qui je m'entends super bien et qui m'encouragent, qui me disent que c'est super et que ça fait du bien au tennis et au tennis féminin. J'ai assez peu de retours finalement des joueurs et des joueuses, mais tous ceux que j'ai sont très positifs. Ça me fait très plaisir et ça motive à continuer et à faire grandir cette belle communauté de passionnés. 6e question, bonjour Pauline, bonjour les passionnés. Voici ma question, niveau mental, comment optimiser la règle des 20-25 secondes entre les points pour se remobiliser entre les échanges, surtout les avantages et les fins de tie-break? Alors moi, ce que je recommande, c'est d'avoir une petite routine. Pourquoi une routine? Parce que c'est quelque chose qui te permet de te recentrer, de revenir dans un espace en fait où tu te sens bien, d'avoir tes petites habitudes à toi. Moi, je sais que sur les 20-25 secondes, j'essaye déjà de rapidement analyser ce qui s'est passé sur le point qui vient de se finir. Rapidement, ça doit durer maximum 5 secondes. Ensuite, je vais par exemple m'essuyer le visage, prendre la balle et pendant que je vais ramasser la balle, je vais analyser le point,
réfléchir au point d'après. Si je suis au service, je vais me dire qu'est-ce que je veux faire au service, où est-ce que je veux servir, quelle zone je veux toucher, comment je veux enchaîner sur la frappe d'après. Si je suis au retour et que la fille sert bien, me dire voilà, sois vigilante, essaye de bien sautiller, et je me concentre vraiment pas sur le score, mais réellement sur comment je vais appliquer les choses, qu'est-ce que je vais mettre en place, comment je vais servir, comment je veux retourner. Et c'est vraiment ça qui occupe tout mon esprit, justement, entre les points. Après, c'est important aussi de faire redescendre. Il ne faut pas être toujours à 100% et hyper concentré parce que ça demande beaucoup d'énergie. Je pense que parfois, il faut quand même laisser redescendre un petit peu cette concentration. Mais ça doit être quand même assez rapide parce que les 20-25 secondes passent très vite. Mais en tout cas, concentre-toi vraiment sur qu'est-ce que tu dois produire plutôt que sur l'enjeu et le score. 7e question qui en regroupe 4. Donc on a Laurence Cali. D'un point de vue purement tennistique, qu'est-ce qui t'a manqué selon toi pour franchir d'autres paliers comme le top 200 ou même le top 100? D'ailleurs, est-ce que tu penses que c'était uniquement une question de tennis ou aussi d'autres facteurs? Jackie, je voudrais te poser la question suivante. Quelle est la différence entre une joueuse comme toi et une du top 100 mondial? Quels ont été les obstacles qui limitent ton ascension pour un meilleur classement? Super chaîne avec une super énergie positive de ta part, merci beaucoup. On a Erin, si tu avais eu l'opportunité de t'engager à 100% sur le circuit international avec un papa milliardaire, quel niveau penses-tu que tu aurais pu approcher dans tes rêves les plus fous? En tout cas, tu as un jeu très complet, une très belle technique, tu frappes fort des deux côtés. Qu'est-ce qu'il t'a manqué selon toi pour faire une plus grosse carrière WTA? Merci pour ces 4 questions qui se recoupent. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Alors, il faut savoir que moi, je me suis lancée sur le circuit WTA à 17 ans. J'ai gagné mes premiers points à cet âge-là. À 19 ans, j'étais 577e mondial. C'est à l'heure actuelle mon meilleur classement. Et malheureusement, j'ai été freinée par l'aspect financier parce que, comme vous le savez sans doute, jouer une carrière de tennis coûte extrêmement cher puisqu'il faut tout payer de A à Z. Si on veut un coach tennis, il faut payer le salaire de son coach, il faut payer tous les déplacements, donc c'est entre 25 et 30 tournois sur l'année, donc partout dans le monde pour aller sur les différents tournois dans tous les pays à l'étranger, où il faut payer les billets d'avion, les billets de train, les hébergements, donc les hôtels, les restaurants, les courses, donc c'est des budgets extrêmement importants. Si on a un coach tennis, il faut payer son salaire plus ses frais. Donc si moi par exemple je pars au Mexique et que j'emmène mon coach avec moi, il faut payer 2 billets d'avion, il faut payer 2 chambres d'hôtel, il faut payer chaque repas à chaque fois x2, et ça sans compter le salaire du coach évidemment qui doit être rémunéré. Donc c'est des sommes extrêmement importantes, et quand on est 500e mondial, clairement on ne gagne pas sa vie, on perd même beaucoup d'argent. La meilleure semaine que j'avais fait, c'était en Égypte, où j'avais fait finale en simple et vainqueur en double, et à la fin de la semaine j'étais quand même en positif, mais de 200 €. Donc clairement on peut pas en vivre, c'est compliqué. J'ai jamais eu la chance d'avoir des sponsors financiers et des parents qui me suivaient sur ce côté-là. Donc malheureusement, en étant 577e mondial, je faisais 10, maximum 15 tournois dans l'année, alors qu'il aurait fallu en faire 25, 30 pour aller gratter plus de points. Donc c'était pas évident parce que j'alternais entre les ITF, les tournois français. Je me mettais quand même beaucoup de pression sur les ITF parce que je savais que j'avais pas beaucoup de tournois dans l'année, donc j'avais à cœur de bien jouer, d'essayer de grappiller le maximum de points. Donc finalement c'était un petit peu malsain dans le sens où je me mettais beaucoup de pression, et parfois j'arrivais à bien le gérer, parfois c'était plus compliqué parce que je savais que là j'avais une tournée de 3 tournois en Égypte et que pendant 3 ou 4 mois je pouvais pas faire de tournoi parce que le budget ne suivait pas. J'ai jamais eu la chance d'avoir un coach qui a voyagé avec moi et qui m'accompagnait, donc je me suis forgée vraiment seule. Je me suis entraînée beaucoup seule, je suis partie systématiquement en tournoi seule. Ça a eu quand même des bons côtés parce que j'ai développé une certaine autonomie, une certaine vision du jeu, j'ai essayé d'apprendre sur moi-même, et c'est sûrement pour ça aussi que je me suis lancée dans le coaching par la suite. Mais je pense que ça a été vraiment ma plus grosse frustration, et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai dû arrêter le circuit et que j'ai pas pu continuer à 100% sur le
circuit international. Sinon, je pense, après c'est difficile de le dire, j'ai pas de boule de cristal au-dessus de la tête, mais j'avais battu des filles top 200. Donc je pense que j'aurais eu les capacités d'aller en qualif de Grand Chelem. Je le pense honnêtement. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, ça se fera pas, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai une superbe chaîne YouTube, je vis à fond mon projet de joueuse sur le circuit national, de coach. J'essaye de motiver des passionnés comme vous, qui me regardez tous les jours sur les réseaux. Et voilà, c'est ça le plus important, c'est d'inspirer, c'est de partager mon expérience. Et au final, cette aventure, elle est géniale et je remercie le tennis de m'avoir donné tout ça. 8e question de Samuel. Salut Pauline, bravo pour ce match qui est très mérité. Merci. Pour ma question, penses-tu un jour pouvoir jouer les qualifs d'un Grand Chelem ou ce n'est pas ton objectif? J'ai répondu dans la question précédente. Oui, bien sûr, ça aurait été mon rêve de faire les qualifs d'un Grand Chelem, bien sûr. Alors j'ai quand même eu la chance de participer à Roland-Garros en junior. J'avais eu mes premiers points professionnels à 17 ans et donc j'avais eu la chance d'avoir une wildcard pour le tableau final de Roland-Garros junior où je côtoyais tous les pros dans les vestiaires, à la cafette et tout ça. Donc ça avait été une superbe expérience. Donc j'ai quand même côtoyé un petit peu le petit Roland-Garros, on va dire. Mais alors, donc c'est pas que c'est pas mon objectif, c'est simplement que j'ai été freinée par les finances malheureusement et j'ai pas pu faire réellement de vraies saisons complètes. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu atteindre aussi cet objectif, même si forcément c'était quand même un rêve quelque part. 9e question de Kevix. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir que de plus en plus de monde suit le défi Pauline versus Men? Pas trop de pression. Alors, c'est vrai que le défi Pauline versus Men a pris une ampleur incroyable. Énormément de médias en ont parlé, l'équipe, RMC Sport, M6, RTL, Le Parisien. Donc j'ai fait énormément de médias et je pensais pas du tout que ce défi prendrait une telle ampleur. Je savais en le lançant que ça allait susciter des réactions et que ça allait plaire, mais honnêtement je pensais pas que ça allait avoir une aussi grande ampleur dans le monde du tennis. Je pense que ça a touché et ça touche toujours tout l'écosystème du tennis, les joueurs qui ont arrêté, les joueurs qui jouent toujours, les jeunes, les moins jeunes. Et c'est le plus important, je le répète, c'est une initiative bienveillante. Évidemment, c'est pour mettre aussi en avant le tennis féminin, mais je suis également une grande fan du tennis masculin. Donc tout ça, c'est simplement pour faire vivre le tennis et c'est ça qui est le plus important. Ça me met une pression? Alors non, pas forcément. J'ai pas forcément de pression puisque je n'ai rien à prouver à personne, à qui que ce soit. Je fais vraiment ça par plaisir et je suis contente de vous le partager. 10e question de Thierry Rodier. Quel est ton secret pour toujours rester positive durant tes matchs? Alors c'est extrêmement dur, je ne suis pas toujours positive dans ma tête. J'essaye en revanche d'avoir toujours une attitude et un langage du corps positif parce que c'est extrêmement important. L'humain a tendance à facilement retenir le négatif et à mettre de côté assez facilement le positif. Et donc moi j'essaye d'entraîner mon cerveau en permanence, que ce soit sur le court mais aussi dans la vie en général, à toujours essayer de voir les côtés positifs. Donc quand je suis en match et que c'est un moment difficile, et j'essaie de revenir aux choses simples, j'essaie d'avoir des pensées positives et de me dire qu'il y a forcément toujours du positif, même dans les défaites, même quand on joue pas forcément bien, et donc d'essayer de rechercher cette petite partie de positif qu'il y a pour la faire grandir et pour essayer d'inverser la tendance si je suis menée, si je me sens pas bien. Et donc c'est vraiment un entraînement au quotidien parce que le cerveau humain a vraiment tendance à nous ramener en permanence vers du négatif et c'est très facile d'aller vers du négatif, mais c'est justement ça qui fait aussi la différence sur le long terme, d'arriver à dire non, il y a du positif, je me reconcentre sur des choses simples et aussi j'essaye de relativiser en me disant qu'il y a des choses plus graves dans la vie qu'un match de tennis, même si évidemment c'est mon métier, je gagne ma vie grâce à ça, donc c'est pas du loisir, ça a quand même une bonne importance pour moi. Mais bon, c'est vrai que quand on se met trop de pression, et c'est compliqué à gérer, on a forcément tendance à pas très bien jouer. Donc il faut rester légère par rapport à ça, prendre du recul et profiter parce que le tennis, ça reste quand même un jeu. On dit jouer au tennis, c'est important de ne pas l'oublier et de s'amuser sur le court. 11e question qui en regroupe 2. Est-ce que tu vis de ton tennis et de tes victoires? Et comment aujourd'hui se répartissent tes revenus entre les tournois, les cours et ta chaîne YouTube? Alors oui, effectivement, aujourd'hui j'ai mes cours, donc je donne des cours la semaine à tout type de public, des jeunes, des adultes,
du loisir, de la compétition. Je fais également des suivis en tournoi pour les jeunes que j'entraîne. Donc j'organise des stages avec des tournées où je les emmène sur les tournois, je fais les débriefings et ça me permet d'ajuster au mieux les entraînements à l'année parce que la réalité pour les compétiteurs c'est quand même le match. Donc c'est hyper important d'aller les voir en compétition pour ensuite affiner et ajuster au mieux l'entraînement entre les vacances. Donc j'ai cette partie qui me permet d'avoir un revenu. Ensuite, ma deuxième source de revenus, ce sont les tournois, les prize money que je peux gagner sur les tournois CNJT et les tournois Open. Cette partie, elle est vraiment variable puisque ça dépend de mes résultats. Forcément, quand je perds en huitième de finale, c'est pas pareil que si je perds en finale ou si je gagne le tournoi. En moyenne, en CNJT, si je perds au premier tour en huitième de finale, je vais avoir entre 100 et 200 €. Et attention, c'est brut puisqu'il y a des charges à retirer. Il y a le déplacement, il y a parfois une nuit d'hôtel, quelques repas et il y a aussi l'URSSAF, les impôts. Donc c'est 100 ou 200 €. Finalement, je perds de l'argent après avoir retiré toutes les charges. Et en moyenne, sur un CNJT, on va gagner 1200 € à peu près. C'est en moyenne. Parfois c'est un peu plus, parfois c'est moins. Mais encore une fois, 1200 €, c'est brut. Donc à ça, il faut retirer l'URSSAF, les impôts, le déplacement, l'essence, le train, parfois une nuit d'hôtel. Souvent sur les CNJT, en tant que numéroté, on a la chambre d'hôtel qui est prise en charge. Bien souvent, c'est des chambres à partager avec une autre joueuse. Donc si on veut sa chambre seule, et du coup, il faut régler la moitié de la chambre. Mais si on veut être avec une autre joueuse, du coup, la chambre est prise en charge. Souvent, on a les repas aussi à payer. L'inscription au tournoi. Donc ça fait quelques frais à retirer, plus l'URSSAF, plus les charges. Et donc au final, à la fin, il ne reste pas 1200 €. Il reste en moyenne la moitié, en fonction de la distance du tournoi. Je ne peux pas vous dire exactement, ça dépend de chaque tournoi. Mais quand vous voyez gain d'un tournoi 1000 € ou 1500 €, c'est jamais net. Et ensuite, il y a la chaîne YouTube qui me permet aussi de générer des revenus. Alors c'est extrêmement peu quand on voit le temps, les heures passées à faire du contenu, à faire du montage. C'est vraiment des heures et des heures de boulot. Donc ramener ça par rapport à ce que je gagne, c'est extrêmement peu et je compte pas là-dessus pour vivre. Donc aujourd'hui, ce qui me fait vivre, c'est clairement le côté coach avec mes cours et le côté joueuse sur les tournois. Et j'ai aussi oublié de préciser que je joue en match par équipe pour un club en France et en Allemagne. Et ça me permet également d'avoir des revenus complémentaires. Deuxième question. Salut Pauline, félicitations pour ta victoire. Merci. Fidèle abonné depuis ton premier défi versus men, j'aurais plusieurs questions mais je vais m'en contenter d'une. Quelle est la tension à laquelle tu joues et combien de temps gardes-tu le même cordage? Alors je tends à 23 kg. C'est une tension que je vais baisser probablement parce que je m'entraîne moins et parce que parfois ça peut m'aider à jouer un petit peu plus long, à avoir légèrement plus de puissance. Et combien de temps je garde le même cordage? Alors j'ai un petit peu une manie avec ça, c'est que je change pas de raquette tant que j'ai pas cassé mon cordage. Sur terre, je vais casser un petit peu plus, je vais casser toutes les 5 heures peut-être. Sur dur, ça va être toutes les 6 heures, 6h30. À peu près, donc je change mon cordage dès que je casse. 13e question de Romain Charpentier. Salut Pauline, déjà bravo pour ton contenu, merci. Je voulais savoir lors du tirage au sort s'il était préférable de choisir le service ou de le laisser à l'adversaire. Très bonne question. Et j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de règle. Il y a des joueurs, on le voit sur le circuit, qui choisissent le service et parfois le retour. Je trouve que souvent sur le circuit maintenant les joueurs choisissent le retour. Moi personnellement, en général, je préfère servir. Et parfois, quand je me sens un petit peu moins bien, je laisse l'adversaire servir. Tout dépend de comment tu abordes les choses. Si tu es sûr de ton service et que tu as envie de démarrer le match en mettant la balle en jeu, tu peux choisir de servir. Si tu préfères laisser l'autre servir parce que c'est un début de match, parce que l'autre peut être un petit peu stressé, que toi ça te fait du bien de démarrer au retour. Honnêtement, il n'y a pas de règle, c'est vraiment toi selon tes préférences. Donc si tu ne sais pas trop quoi choisir, tu peux essayer. Un match, tu essayes de servir, un autre match, tu essayes de retourner. Tu vois ce que ça donne et ce que tu préfères. Et dans quelle dynamique ces deux choix te mettent sur le court. 14e question, la cour du roi. Salut Pauline et bravo pour ta victoire, merci. J'ai une question un peu particulière. Est-ce qu'un joueur pro en 2025 mange encore des pâtes blanches avant une compétition? On sait aujourd'hui que c'est pas vraiment le meilleur moyen d'avoir une énergie stable et que ça crée surtout des pics de glycémie. Bref, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Bonne question.
J'adore parler de nutrition. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu fais référence au repas que j'ai pu faire juste avant la finale au CNJT d'Argenton-sur-Creuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les clubs, malheureusement, on n'a pas le choix. 100% du temps, quand on a des pâtes, eh ben, ce sont des pâtes blanches. Les pâtes blanches, c'est pas l'idéal, effectivement, par rapport au pic de glycémie. Mais quand tu manges des pâtes blanches combinées, par exemple, avec une salade de tomates et un morceau de blanc de poulet, et ben, le fait d'avoir ces 3 aliments mélangés va faire baisser justement ta glycémie. Ta glycémie sera beaucoup plus stable et de cette manière, ça va équilibrer ton repas et tu n'auras pas du tout de soucis de glycémie. Donc si effectivement tu manges ton plat de pâtes blanche tout seul, isolé, et ben là tu vas avoir un pic de glycémie. Si tu manges ton plat de pâtes blanche avec du poulet, des tomates à côté, ça sera beaucoup moins le cas et ton énergie sera beaucoup plus stable. Il y a aussi quelque chose qui influence la glycémie sur les pâtes, c'est la cuisson. Si tu cuis énormément tes pâtes, effectivement tu vas avoir un gros pic de glycémie. Si tu les manges al dente, comme ils savent bien le faire en Italie, tu auras moins ce souci-là. En revanche, c'est vrai que chez moi, j'ai tendance à consommer plutôt des pâtes complètes pour avoir plus de fibres et qu'il y ait moins justement cette variation de glycémie. 15e question, bonjour Pauline, 20 000 abonnés, c'est top, merci beaucoup. Du coup, petite question, à quelle fréquence ton sponsor te fournit-il ton matériel? À la demande ou ce sont des envois réguliers? Alors, mon sponsor aujourd'hui, c'est Technifibre. En début de saison, il m'envoie un gros colis avec tout ce dont j'ai besoin, que ce soit au niveau des raquettes, des sacs, des bobines de cordage, des surgrippes, du textile, des chaussures. J'ai tout ce qu'il me faut et si j'ai des besoins dans l'année, typiquement par exemple si j'ai plus de cordage, eh ben, je leur fais un mail et puis ils m'envoient ce dont j'ai besoin. En général, le premier colis en début de saison me suffit, mais parfois je peux manquer de cordage, de surgrippe, de chaussures. Et donc à ce moment-là, je leur fais une demande et puis ils m'envoient ce dont j'ai besoin. 16e et dernière question, et il y en a 3 pour terminer, de Nico. Bonjour Pauline, je te laisse choisir ma meilleure question. Je vais répondre aux 3. Quel est ton tournoi préféré? Alors mon tournoi préféré, je dirais que c'est Calvi en Corse. Alors ça c'est pour le tournoi que j'ai déjà joué. Et le tournoi que je préfère regarder, c'est Roland Garros. As-tu déjà pris un point de pénalité ou pire? Non, je n'ai jamais pris de point de pénalité. Je suis assez calme sur le court. J'ai jamais cassé de raquette, j'ai jamais insulté qui que ce soit. Donc je n'ai jamais pris de point de pénalité. Et pour prendre un point de pénalité, faut y aller fort parce qu'il faut un premier avertissement, un deuxième avertissement et ensuite on a le point de pénalité. Et la dernière, quelle est la vitesse de tes services les plus rapides? J'avais eu l'occasion de tester ça en 2012 quand je m'entraînais au CNE et j'avais fait 187 km/h ou mieux. C'est la fin de cette FAQ 20 000 abonnés. Merci à toutes et tous pour vos questions. Et pour finir, c'est moi qui ai une petite question pour vous. Je suis dans une magnifique ville. Donc à votre avis, dans quelle ville je me trouve pour tourner cette belle vidéo? Et du coup, dans quel pays? Je vous laisse répondre à ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre soutien, les passionnés. Si mon contenu vous plaît, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça permettra de me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, les passionnés.